Bonjour, chers frères ivoiriens. Bonjour, chères sœurs ivoiriennes. Bonjour, très chers citoyens de Côte d'Ivoire. Je bénis le nom du Dieu créateur en ce jour pour la grâce de vie que nous avons en nous et qui fait que je puis aujourd'hui m'adresser à vous, mes chers frères et sœurs, et que vous aussi, donc, de là où vous êtes, vous avez donc l'occasion de m'entendre. Donc, que le Seigneur soit béni pour cela. Je me nomme Jean-Constant Amani. Je suis citoyen ivoirien, donc natif de la Côte d'Ivoire, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens. Et je suis un amoureux de la vie de Dieu à l'intérieur de nous, qu'il a donné donc à l'homme. Et je suis un amoureux effectivement donc de la vie en tout homme et de la vie de tout homme. Je suis passionné aussi donc et je crois au potentiel que Dieu a mis en tout homme, hein, afin donc qu'il puisse se créer une vie pleine de paix, de joie et de justice pour tous. Et donc, je me permets effectivement donc aujourd'hui de faire cette vidéo-là. J'ai pas l'habitude d'en faire, mais il y a un début à tout et il y a toujours quelque chose qui est un point déclencheur et je pense qu'aujourd'hui c'est le temps donc de faire cette vidéo-là et je le fais effectivement afin donc d'exercer mon droit à la parole et d'exercer ma liberté donc d'opinion en tant que citoyen. Et cela donc à la suite effectivement des pluies diluviennes qui se sont abattues sur mon beau pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ces pluies diluviennes-là, effectivement, qui ont créé donc des inondations, des situations catastrophiques au niveau donc de ce beau pays, au niveau donc de notre pays, des dégâts tant matériels et puis encore des dégâts au niveau donc humain avec des morts des frères et de sœurs ivoiriens, ivoiriennes. Et donc cela ne pouvait pas me laisser indifférent. Et en tant que citoyen, je pense que je peux avoir donc une opinion et je peux donc la partager avec vous, mes chers frères et sœurs. Donc ce message vise l'ensemble des citoyens ivoiriens, donc y compris la classe dirigeante, que le citoyen lambda, partout là où il se trouve. OK? C'est cela. Et donc, juste avant de vous faire part donc de mon point de vue sur cette situation-là, j'aimerais vraiment respectueusement donc m'incliner sur la mémoire des défunts, de ceux qui nous ont quittés. Je pense à autour de 17 à 20 personnes, vingtaine de personnes qui sont restées donc dans ce drame-là. Je tiens vraiment à m'incliner sur leur mémoire en tant que citoyen. Et en tant que frères et sœurs, franchement, ce sont des vies qui sont parties, des destinées qui ont été abrégées hein, par ce drame qu'on a tous vécu et suivi. J'aimerais aussi donc exprimer mes condoléances les plus profondes, mes sympathies aux familles éplorées, aux familles qui sont attristées, qui sont meurtries là-dedans. Donc, ceci dit, je voudrais effectivement que en dehors de toute émotivité, de toute émotion, nous puissions donc, devant cette situation dramatique-là, nous puissions vraiment donc la regarder en face, hein, nous puissions la regarder en face. Et il faille effectivement donc que nous ayons le courage euh, en toute froideur et avec la meilleure des lucidités possible, avoir donc le courage de regarder la situation donc en face et puis d'en tirer donc les leçons et les résolutions effectivement là qu'on peut en tirer pour nous rendre beaucoup plus forts, hein, pour nous rendre beaucoup plus forts. Je suis convaincu, je suis de ceux-là qui pensent que effectivement les situations aussi graves puissent-elles être qui arrivent au peuple, aux nations, aux individus, sont aussi également donc pour leur faire devenir plus forts et prendre conscience donc de certaines réalités et puis être de plus en plus résilient face donc à l'adversité
fut-elle une catastrophe naturelle, comme on peut le dire. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, froidement, il faut qu'on puisse regarder les choses et puis, en tant que citoyen, effectivement, se parler. En tant que citoyen, analyser et puis se parler en toute franchise. OK? Donc, moi, c'est cela donc ma conviction et je crois, et c'est mon leitmotiv là, et je pense que de plus en plus vous allez donc l'entendre parce que je ne crois pas que ce soit la première vidéo et la seule vidéo que je ferai. Et de plus en plus, j'en ferai des vidéos pour donner mon point de vue de citoyen là-dessus et parce que je crois qu'il faut il faut oser rêver, mais tout étant éveillé. Donc, oser d'abord, ensuite avoir la capacité donc de rêver, de voir des choses plus grandes s'accomplir, mais en étant éveillé donc avec l'éveil des consciences. Donc là, ça sera effectivement ma participation, ma contribution, aussi modeste soit-elle, à à l'éveil donc des consciences de tout un chacun et tout cela pour qu'on puisse être un peu plus fort demain. C'est cela mon rêve là-dessus. Donc, euh, je vais donc mettre donc les pieds dans le plat automatiquement. Il y a des choses que j'aimerais donc tout de suite rectifier concernant donc cette situation qu'on a vécue et qui est triste. C'est que ce soit les inondations ou encore catastrophes naturelles qui occasionnent des morts, des blessés, des sinistrés, des dégâts humainement qui sont insupportables et qui créent donc la tristesse et l'affliction, il faut le dire, c'est pas la volonté de Dieu, hein. J'entends beaucoup dire que oui, c'est la volonté de Dieu et Dieu et Dieu et Dieu. C'est vrai, on a tendance à avoir cette réaction du fait de nos traditions religieuses. Je suis un fervent croyant aussi également, donc soyez-en sûrs, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je peux parler comme un bon Ivoirien, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans dans ce genre de réalité-là. Parce que notre Dieu est amour et non, notre Dieu ne peut pas vouloir donc des choses pareilles, de vouloir certaines personnes puissent vivre des afflictions de ce genre-là. Non, c'est juste donc des situations naturelles qui obéissent donc à des lois purement donc naturelles. C'est simplement donc les conséquences de nos choix, de nos actions d'hommes, d'humains. Donc Dieu n'est pas dans ces choses-là. Enlevons ça donc de notre tête et Dieu nous a responsabilisés depuis la création du monde et en nous mettant à disposition l'essentiel pour notre survie et en nous donnant donc l'environnement qu'il faut et tout le reste, c'est notre décision, c'est nos choix, c'est nos actions qui aboutissent aux conséquences qu'on vit. Excusez-moi. Donc ça, il faut vraiment donc euh, enlever cela donc de vos esprits. C'est cela aussi donc l'éveil de conscience et moi je pense que c'est une condition sine qua non si on veut progresser et assumer les choses de notre vie et puis les changer. D'accord? Donc la nature et toutes ces lois, toutes les lois donc qu'elle regorge là, c'est pour moi la plus belle des choses. C'est le meilleur système autonome et sans déchets que le Dieu créateur a mis à disposition de l'homme. Hein, je vais prendre des cas assez rapidement pour vous expliquer. On est toujours dans l'éveil des consciences. Vous savez, il faut comprendre juste que c'est des lois et quand tu le comprends, c'est merveilleux. On voit comment est-ce que ce Dieu-là nous aime en ayant créé toutes ces choses-là. Donc, quand tu vois le cycle de l'eau, c'est un fonctionnement imaginable qui montre cette autonomie-là de la nature pour faire en sorte que nous puissions avoir la matière de subsistance qui nous maintient en vie de manière régénérée. Donc, tout part en fait donc des océans en fait qui fait partie donc de la création de notre Dieu créateur à l'origine du monde. Donc, les océans recouvraient donc, je dis, ils ont recouvert donc la Terre. Et puis après, avec les effets du réchauffement, donc le soleil chauffe les eaux.
hein. Donc, avec les rayons solaires qui tombent sur les océans, il se produit ce qu'on appelle une évaporation. Donc, les eaux se transforment en vapeur sous l'effet de la chaleur du soleil. Et ces vapeurs-là sont entraînées par des courants d'air vers l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, en fait, on a des températures plus basses, les températures sont plus froides dans l'atmosphère. Et ça fait que ces vapeurs-là, une fois en contact avec la température froide, ça produit ce qu'on appelle la condensation. Donc, ça, c'est ce qui produit donc les nuages. Et puis, ces nuages-là encore sont toujours conduits dans le mouvement des courants d'air vers la Terre. Et dans ces mouvements-là, donc, les nuages se heurtent entre eux et s'amoncellent et après, avec donc des températures aussi, retombent sous forme de précipitations. Donc les précipitations, ça peut être effectivement donc la pluie, la neige, la grêle, etc. D'accord? Donc dans certains pays où est-ce qu'il y a la neige, mais chez nous, c'est la pluie. Et puis enfin, donc, quand on a la pluie, là, donc, cette pluie-là, enfin, va ruisseler, elle va s'écouler, hein, donc, soit s'infiltrer donc dans la terre pour qu'on puisse avoir tous les beaux fruits de nos sols pour la nourriture. Et puis aussi, donc, l'eau aussi va s'écouler dans la terre vers les lacs, les fleuves et les océans. Et le cycle recommence ainsi. Donc, voilà un peu comment est-ce que la pluie donc, se crée. Donc, si vous comprenez cela, vous comprenez aussi que s'il y a des fortes pluies, ça veut dire qu'il y a, il y a une forte constitution des nuages dans le ciel et cela est dû en fait, comme je viens de vous l'expliquer, ça part du réchauffement de la chaleur émise par le soleil. Donc on est dans une ère, dans un monde où est-ce que depuis un temps on nous parle de réchauffement climatique, on nous parle euh, des, des- des dégâts effectivement que ça crée dans l'atmosphère avec la couche d'ozone et tout qui s'affaiblit. Et donc, du coup, la température de la Terre augmente et ça fait en sorte effectivement que donc il y a plus de chaleur qui frappe donc les eaux et donc plus de constitution effectivement donc des nuages et après donc il y a beaucoup plus de pluie qui tombe. Donc on observe beaucoup plus de niveaux de pluviométrie élevés qu'avant. C'est pour ça qu'on assiste maintenant à des inondations un peu partout dans le monde. Donc, c'est le fait des hommes qui, par les industries et tout ça, l'activité économique grandissante, affecte donc la couche d'ozone, qui fait en sorte que on a de plus fortes chaleurs, donc aussi donc de plus fortes pluies. Voilà un peu simplement. Dieu n'est pas éternel. Dieu avait créé ça pour que ça puisse tourner de manière naturelle, pour qu'on puisse être abreuvé de la douce pluie, qu'on puisse être en vie. D'accord? Et c'est beau, là. Il en est de même aussi par ce qu'on appelle l'écologie naturelle, c'est-à-dire le système des cycles naturels. Vous savez que dans la forêt et tout, la nature est ce système-là qui ne produit pas de déchets. Tout ce que la nature produit repart dans le sol en tant que nutriment, en tant que matière organique et retourne dans la constitution du sol et dans l'enrichissement du sol. Donc, d'où, si vous voulez, la, 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 la citation de Lavoisier qui disait que rien ne se perd, et que rien ne se crée, que tout se transforme. C'est vraiment ce cycle naturel-là. Et l'homme, en tant qu'élément là-dedans, vient désorganiser ça et puis ça produit plein de choses aujourd'hui. Bon, on a les dégâts qui sont présents et c'est vraiment dommage. Mais je pense que le sujet d'aujourd'hui, c'était juste pour éclairer cela avant de poursuivre assez rapidement. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Donc, mon point de vue là-dessus, là, est que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, à 99% en tout cas. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour rentrer plus en profondeur sur ce point-là, pour apporter ma contribution là-dessus, afin d'éveiller aussi la conscience là-dessus, parce que c'est un point très important. Donc, pour tous les dégâts dont nous sommes aujourd'hui victimes, là, nous sommes tous responsables. Et je mets le pied dans le plat. Autant nos gouvernants que nous-mêmes en tant que population, nous sommes tous responsables. Et il faut oser se le dire. Osons se le dire en face que nous sommes tous responsables. Et c'est bien de se le dire en face parce qu'il y a une loi aussi donc de la nature aussi qui, en tout cas, issue donc de la sagesse aussi donc divine qui dit et que effectivement le fait de se sentir responsable d'un fait ou d'une action
ça donne lieu effectivement donc à une prise d'action pour régler la situation. Tant qu'on ne se dit pas responsable de quelque chose, ben on va traîner les pas à prendre des actions. C'est parce que je me sens responsable de mes enfants que je me bats chaque matin pour leur assurer de quoi manger. Donc c'est cela. À partir du moment où le sens de responsabilité ne sera plus fort en moi, ben, mes actions ne suivront pas. Donc j'espère qu'on me comprend jusque-là. Donc c'est très très important de se dire qu'on est tous responsables. Et, euh, et à ce point-là déjà, parce que comme je dis, le mouvement dans lequel je m'inscris, c'est oser rêver éveillé. Je rêve vraiment d'une Côte d'Ivoire d'une Côte d'Ivoire qui a avec qui met un focus, un point d'honneur à une des valeurs importantes de gestion qui s'appelle l'imputabilité. L'imputabilité. L'imputabilité réfère tout simplement à la responsabilité, soit matérielle ou morale, par rapport donc à un fait. On se sent responsable, on est imputable. C'est la possibilité de trouver un responsable vis-à-vis donc de quelque chose. Et l'imputabilité aussi va faire référence aussi au principe de rendre compte. Donc, qu'on appelle en bon français, on dit la reddition de compte. Donc, ça, c'est des piliers importants de gestion que toute nation se doit d'observer, sans laquelle, écoutez, les choses n'iront pas. Les choses iront de mal en pire. Donc, c'est ça qu'il faut noter là-dessus. Donc, je crois fermement qu'il y a des situations qui sont contrôlées ou pas, des situations qui sont très souvent désastreuses, qui arrivent aux nations, qui arrivent aux populations, qui arrivent au peuple, mais qui doivent effectivement donc permettre à ces peuples-là, à ces populations-là, hein, de faire avec courage une remise en question totale. Il faut qu'on puisse nous remettre en question totalement sur ce qui nous est arrivé. Cette inondation, cette inondation-là qui montre clairement donc un échec cuisant effectivement de toutes les politiques de toutes les années antérieures, depuis, je sais pas depuis quelle année, depuis les années 90, mais en tout cas des gouvernements qui sont suivis jusqu'au gouvernement actuel. C'est un échec de la politique de l'urbanisme et de l'habitat et de l'assainissement. Ça, c'est clair, il faut qu'on se le dise. Et moi, mon point de vue du citoyen, c'est cela. On se regarde en face et on se le dit. Et c'est un moyen pour nous de nous remettre en question pour avancer. Et c'est important. Donc, avoir le courage, effectivement, donc, de faire une redéfinition, effectivement, de notre société et des valeurs. Parce que c'est à ça que les situations désastreuses comme ça doivent conduire. C'est à ça que un peuple, c'est vers ça qu'un peuple doit s'orienter lorsqu'il est victime de situations pareilles. C'est pareil. Et il doit aussi donc s'orienter vers une transformation des mentalités et des façons de faire. Et ça, c'est important parce que ça fait partie donc des facteurs clés du succès, effectivement, d'une société qui veut assurer un développement durable. C'est vrai, la construction de ponts et de voiries, de grosses infrastructures est importante pour le développement d'une nation, mais ce qui assure la durabilité dans la dynamique de développement et d'émancipation d'une société, ce sont ses valeurs et ce sont ses façons de faire auxquelles elle est attachée. Donc, toutes les populations ont une manière de faire. Ça veut dire que quand on dit tel est un Ivoirien, normalement dans la conscience collective, ça doit référer à des valeurs. Quand on dit que telle personne est un Américain ou est un Français, on voit déjà que ça réfère à un homme libre, un homme qui a la liberté d'expression, un homme qui est démocratique. Et ça, c'est des valeurs que des sociétés se sont forgées à donner. Donc, ça doit l'être aussi pour les Ivoiriens. Donc, ces situations qu'on a vécues, elles sont tristes, je le consens, je compatis, mais ça doit être l'occasion pour toute la société entière d'avoir des débats de société et de pouvoir discuter par rapport à ça. Et c'est ça qui forge une nation. Et clairement, là, sans faux fuyant, on discute et on avance. On n'a pas peur de se parler parce que c'est le moyen pour avancer. Et ça, c'est mon point que je vais partager aujourd'hui en tant que citoyen.
Et donc, les responsabilités, là, elles sont partagées. C'est clair que le gouvernement a une responsabilité plus prépondérante là-dedans. Excusez. Plus prépondérante là-dedans. C'est clair. Pourquoi? Parce que normalement, le premier objectif au cœur des politiques, donc qui devrait être au cœur de la politique du gouvernement actuel et des gouvernements qui ont précédé, c'est la vie du citoyen et son bien-être. C'est pour moi l'essentiel des politiques de toute personne qui veut accéder à la magistrature suprême d'une nation et mettre en place un gouvernement pour, pour diriger, gouverner un pays. C'est la vie du citoyen et son bien-être. Mais il faut qu'on s'entende. Dans ces deux choses que je viens de dire, il y a comme l'utile et l'agréable. Donc l'utile, ce qui est plus utile, donc prioritaire, important, c'est la vie du citoyen. Parce que avant d'avoir un bien-être, il faut être d'abord. Donc, il faut vivre d'abord avant de pouvoir euh, bénéficier d'un bien-être. Donc, le bien-être sera l'agréable qui va venir compléter l'utile. Donc, tout gouvernement devait travailler effectivement donc à garantir des conditions de vie aux citoyens. Quand je parle de conditions de vie, je parle de conditions de vie sécuritaires, donc sécuritaire et de santé. Donc, et quand je dis sécuritaire, ben, c'est tous les niveaux de sécurité. Donc la sécurité physique des biens des personnes, la sécurité alimentaire, la sécurité à tous les niveaux. Donc la sécurité du point de vue sanitaire, etc. Donc c'est ça qui garantit la vie de tes citoyens et qui fait en sorte que il y a comme, si tu veux, il y a comme une évolution donc de ta société en termes de population parce que les personnes sont en vie. Maintenant qu'elles sont en vie, on regarde maintenant à leur bien-être qui va aller au niveau de l'épanouissement économique, donc l'épanouissement économique, les plaisirs, et on peut aller jusqu'aux folies des grandeurs. On voit ça donc dans d'autres pays, à Dubaï et tout. Là, on va maintenant dans le désir d'estime de soi en tant que population, en tant que peuple. D'accord? Et donc, moi, je pense que c'est ça qui doit être l'objectif. Et à ce niveau-là, la responsabilité à l'échelle nationale est transférée au gouvernement. Le gouvernement, et qui sont nos mandataires, des mandataires pour le compte du peuple. Donc, c'est le peuple par la voix donc des urnes qui confie le mandat au gouvernement de Côte d'Ivoire pour assurer cet objectif-là, soit de prendre soin de sa vie, d'assurer donc la sécurité de sa vie et ensuite donc de pouvoir à son bien-être. Donc ça là, moi, c'est mon point de vue et c'est comment ça doit être. Et à tous les Ivoiriens, soyez, rêvez, éveillés, avec, donc, éveillez-vous, réveillez-vous, et puis sachez que c'est comme ça, c'est le peuple qui donne mandat au gouvernement pour prendre soin de ces choses que je viens de citer. Donc vraiment, je rêve, parce que mon mouvement c'est ça, oser rêver, mais éveiller, je rêve d'un gouvernement qui, qui viendra, qui viendra de manière simple et humble, hein, devant donc sa nation, reconnaître sa part de responsabilité. Elle est grande, c'est clair, officiellement devant les frères et sœurs ivoiriens. Donc, cher gouvernant, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Premier ministre qui vient de rentrer, gloire à Dieu pour ta santé. Monsieur le Président de la République et l'ensemble du gouvernement, faites cet acte-là, l'acte humble et l'acte fraternel de reconnaître votre part de responsabilité officiellement devant la nation et de rendre des comptes à la nation, que ce soit sur un plateau télévisé ou devant les députés, mais diffusé au grand public par les télévisions. Vous devez venir rendre compte des actions qui ont manqué, venir rendre compte des actions qui ont manqué, hein, des actions qui ont manqué dans ce processus-là pour que, effectivement, la vie, la sécurité physique des populations ne soit pas assurée dans ces inondations-là. Donc, c'est une catastrophe naturelle, c'est vrai, mais elle aurait pu se prévoir par des moyens qu'on aurait pu mettre en œuvre depuis les inondations qu'on a vécues, dont la plus récente date de 2018 déjà, mais il y en a en 2014. Un gouvernement sa mission, c'est d'anticiper les choses et de mettre en place
les actions. Venez nous rendre compte de ces actions manquées-là. Et venez nous rendre compte aussi également des actions, de solutions qui sont engagées très rapidement. Ça, là, faut que vous puissiez le faire de manière responsable et de manière plus humble par rapport à ça. Il est clair que l'Assemblée du gouvernement est engagée à partir du moment où, effectivement, comme je disais, des travaux de réflexion ou d'anticipation n'ont pas été effectués sérieusement ou, en tout cas, ont bénéficié de légèreté. C'est ce que nous, on voit par les résultats de ce qui a été accompli. En tout cas, c'est tout ce qui a été fait par les ministères concernés, le ministère de l'Habitat, le ministère de la Construction, le ministère de l'Assainissement. On voit que les choses n'ont pas été faites avec rigueur, avec beaucoup d'anticipation. C'est votre mandat. Ce n'est pas la responsabilité du peuple. Ça vous a été confié comme mandat. Vous avez mis des personnes techniciennes, professionnelles pour cela. Il aurait fallu que les choses se fassent. Pour ne pas qu'on puisse répéter les morts qu'on a eues en 2018. Hein, j'écoutais une émission, là, effectivement, où est-ce que le colonel Sarko faisait le point avec le préfet. Il faisait un peu donc l'historique. Donc, ce n'est pas une situation surprenante. Nous le savons et c'est pour ça que des travaux avaient commencé à être engagés. Mais ça n'a pas été suffisant par rapport à ça. Donc, il y a eu comme de la légèreté qui a été accomplie au niveau des travaux de lotissement, au niveau des travaux de viabilisation, au niveau des travaux de VRD qu'on appelle, de voiries et de réseaux divers qui devaient être faits pour sécuriser les populations, pour indiquer aux populations c'est quoi les lieux constructibles ou les lieux qui ne sont pas constructibles. Il y a quelque chose qui a manqué. Il y a eu aussi donc du laxisme dans le suivi des travaux. C'est clair, le suivi des travaux, que ce soit les travaux de solutions qui avaient entamé en 2018 et apparemment qui ont été bloqués, qui n'ont jamais abouti. Et là, c'est assez pénalisant, voire même il y a eu de la corruption au niveau de l'acceptation donc des travaux. Il faut se dire la vérité, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Et à ce niveau-là, des enquêtes doivent être faites. Des enquêtes doivent être faites en considération de la vie des citoyens. Des actions doivent être faites sérieusement pour pouvoir avoir les responsables. Je parlais d'imputabilité. Est-ce une valeur pour le pays? Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes ou au monde entier comme message? Est-ce qu'il y a de l'imputabilité, de la responsabilisation dans ce pays? Il faut que des enquêtes soient menées. Chers gouvernants, je vous en supplie. Faites-le pour l'honneur, pour la vie des Ivoiriens, pour montrer que la vie des Ivoiriens est ultimement importante pour vous. Je vous en supplie. Et donc, des enquêtes doivent être faites et des actions publiques doivent être faites à la nation pour qu'on puisse voir, ça puisse servir d'exemple et ça puisse ancrer des valeurs dans la conscience collective. C'est comme ça qu'on construit des valeurs. Arrêtez la partisanerie et le copinage et tout. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Je le disais tantôt, c'est le premier objectif au cœur des politiques, la vie du citoyen. C'est assez important par rapport à ça. C'est mon point de vue que je vais vous donner et le partager avec mes frères et sœurs ivoiriens pour l'éveil des consciences. Ces situations-là doivent éveiller nos consciences, doivent nous permettre de nous réveiller pour pouvoir faire face à ce qui est prioritaire et primordial pour nous. Il y a eu du laxisme et de la corruption aussi que j'ai noté dans les attributions de permis de construire. Comment comprendre, monsieur le ministre de la Construction ou de tous les ministères concernés, comment comprendre que il y ait des maisons qui soient construites sur des zones non constructibles? Qui a donné les autorisations de permis de conduire? Qui a donné les permis, excusez pas de conduire, les permis de construire? Qui les a délivrés? Sur quelle base ont-ils été délivrés ces permis-là? Il faut que les Ivoiriens le sachent. Il faut que les personnes responsables soient sanctionnées. Un gouvernement, c'est la continuité, il faut le dire. Donc, ça peut être fait par les gouvernants passés, mais c'est clair que ce laxisme et cette corruption-là continuent encore sous le gouvernement actuel, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. C'est important. J'ai vu dans un reportage Madame la ministre Anne Ouletto
montrer, voir des maisons sur lesquelles on avait mis à détruire. Et ces maisons, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été détruites. Donc, qui sont ceux qui avaient mis à détruire et finalement qui n'ont pas exécuté ce mandat-là que la population leur avait confié pour assurer leur sécurité? Qui sont ces personnes-là? Madame le ministre, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de la République, avec tout mon respect, c'est les questions que vous devez répondre aux Ivoiriens. Et je suis sûr que un bon nombre de mes frères et sœurs, dans leur, dans leur salon, se posent ces questions-là. Mais moi, j'ai décidé de ne plus me donner ce mal de cœur dans mon salon. En tant que citoyen, je peux m'exprimer et je m'exprimerai. Je m'exprimerai. Dorénavant, je ne m'étairai plus, je m'exprimerai par amour pour mon pays, par amour pour les frères et sœurs ivoiriens et pour faire avancer ma contribution pour faire avancer le pays. Un pays doit se construire sur des valeurs. C'est important. Et c'est cela que je veux traduire ici dans mon point de vue de citoyen. Donc, la responsabilité aussi incombe aux populations. Je l'ai dit, nous sommes tous responsables aux citoyens. Donc, il y a eu un grand manquement, chers frères et sœurs, citoyens, à notre responsabilité citoyenne. Il faut le dire. Et c'est ça qui fait avancer une nation. Si on ne se le dit pas, ben effectivement, comme je l'ai dit tantôt, on ne prendra pas donc d'action parce qu'on ne s'en sent pas responsable. On est tout aussi responsable de ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, nous arrive. Et je vous assure. Et le gouvernement qui est le mandataire, donc celui à qui on a donné mandat de réfléchir et de nous garantir nos conditions de vie sécuritaires, là, ben, il sera à l'image de ce que nous sommes. Donc nous avons aussi une responsabilité citoyenne à avoir. À avoir. Et ce que nous aurions dû faire, c'était de protéger notre environnement. Ce bel, comme je vous l'expliquais tantôt au début de mon message, de la vidéo, ce bel environnement, système autonome et sans déchets que Dieu nous a donné là. C'était à nous d'en être conscients et d'en prendre soin. C'est notre environnement de vie, là où on vit, chers frères et sœurs. C'est pas possible qu'on puisse continuer à jeter les ordures n'importe où dans les caniveaux et pouvoir donc boucher ces canalisations-là qui sont destinées, hein, le peu qu'on a là, hein, même si c'est pas designé comme il faut pour supporter de grosses pluies et je pense que le gouvernement va travailler par rapport à ça parce qu'ils vont se sentir responsables, comme je viens de dire. Donc, c'est à nous, de notre côté, de préserver ces infrastructures-là en protégeant notre environnement, pour notre environnement. C'est vrai, la question se pose, et je suis ivoirien aussi, et on nous dit effectivement de ne pas jeter les ordures ici et là, mais c'est clair, mais c'est difficile effectivement si le gouvernement ne met pas à disposition tous les moyens à cet effet. Là. Donc c'est à nous aussi, population, d'exiger du gouvernement. On lui a donné mandat. C'est à eux de réfléchir sur les voies et moyens, les financements nécessaires à avoir. Parce que moi, je pense que ça, c'est des choses qu'on appelle de la bonne dette. Pour ça, on est capable d'endetter une nation si on veut changer, hein, le visage de la salubrité de l'environnement dans le pays et instaurer des valeurs. Des valeurs. Et ça, là, c'est super important. Et donc, c'est à nous d'exiger cela à nos gouvernements, hein, pour que le gouvernement puisse donner des poubelles, mettre des poubelles à disposition à tous les coins de rue à Abidjan. Et avoir à tous les points de vue à Abidjan, via donc les municipalités ou les conseils régionaux. Mais en tout cas, le gouvernement doit trouver les moyens pour mettre à disposition des populations à tout point de rue des poubelles dans les lieux publics et des poubelles aussi, si possible, et c'est ce qui est souhaitable, dans les maisons de chacune des personnes. Et ces poubelles-là, ces poubelles sont données par la municipalité, par la ville, par la commune, avec le logo de la commune là-dessus pour encourager les gens à mettre les poubelles là-dedans qui seront ramassées par des systèmes de collecte vraiment efficaces et qui passent et qui collectent les ordures. Ça se fait dans le monde entier, dans d'autres pays. Copier, c'est pas tricher. Copier les bonnes choses, effectivement, ça fait avancer. On n'a pas besoin de réfléchir encore des systèmes qui existent,
Les systèmes qui existent, il faut juste les utiliser. Point barre. C'est juste ça. Et nous, à nos populations, nous, en tant que population, on a comme ce contrat social, ce contrat moral qu'on va tisser donc avec le gouvernement dans cet élan-là, via nos députés et tout, en leur demandant donc de mettre en place ou de finaliser une loi ou un code qui encadre l'hygiène et la salubrité de l'environnement. En Côte d'Ivoire, je crois savoir qu'il y a eu des réflexions qui ont été entamées en 2013, mais où est-ce qu'on en est? C'est tout cela que je parle, rendre des comptes, le gouvernement. Rendez-nous des comptes, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Parce que pour changer des valeurs, ça prend des moyens, ça prend donc des lois qui encadrent, et avec ça, il y a un contrat social qui est tissé, et les Ivoiriens vont le respecter, j'en suis sûr. L'éveil des consciences a commencé. Les gens sont en train de voir qu'il faut changer des mentalités. C'est à vous, gouvernants, d'aider ces populations à y arriver. Et c'est le point de mon mouvement, du mouvement que je ressens au fond de mon cœur, qui est oser rêver éveillé. Je veux rêver, je veux avoir ce rêve-là de ce qu'il y ait un système de collecte des déchets d'ordures efficace en Côte d'Ivoire, pas seulement à Abidjan, mais dans l'intérieur du pays, parce qu'on est tous égaux. C'est pas à Abidjan qu'il y a uniquement que des Ivoiriens, dans tout le pays, dans tout le pays. Mettre en place cela, qu'est-ce que ça fera? Ça donnera de l'emploi aux gens. Ça donnera de l'emploi aux gens. Toutes les personnes, la jeunesse désœuvrée va s'occuper, et avec fierté, parce que c'est pour le développement du pays. Ils ont comme une mission noble de l'entretien. Il faut valoriser ces métiers-là. Il faut valoriser ces métiers-là. Et ça, c'est important. Et c'est important qu'on puisse penser, qu'on puisse parler et qu'on puisse agir. C'est la triptyque là, c'est le processus qui va amener à l'existence ce qui n'est pas. Je pense quelque chose, je l'exprime comme je viens de le faire aujourd'hui, et puis ces deux forces d'énergie là, normalement, aboutissent à des actions que je veux rêver avec vous, chers frères et sœurs ivoiriennes, ivoiriens. Donc, ce que je veux, c'est ce que je demande et qu'on devait faire, c'est pour ça qu'on est responsable, c'est à nous de convoquer nos députés, convoquer nos maires, nos sénateurs. Ils ne sont pas nos patrons. Au contraire, c'est le peuple qui leur donne mandat. Ils sont là au service du peuple. Donc, s'il y a des problèmes, le peuple organisé peut les convoquer dans nos villes, dans nos régions, demander à voir le député, le sénateur, qu'ils viennent vous rencontrer, jeunes, mettez-vous ensemble, sans couleur de parti politique. Il y va de la vie des citoyens. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble et puis agissons citoyens, agissons collectifs. Convoquons nos élus pour leur parler, pour leur dire ce qu'on souhaite, toutes les choses que je viens de dire tantôt, pour leur parler. Et quand on les parle, on fait un PV, un procès verbal par la suite, et puis ce PV-là, on envoie une copie à la présidence et à la primature pour se faire entendre en tant que peuple, pour que nos mandataires, ceux qu'on a mandatés au gouvernement, qui travaillent pour nous, pour le peuple, qui devraient travailler pour nous, pour le peuple, puissent savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut s'en aller. C'est là notre responsabilité. On doit exiger un adressage des rues et des habitations. Éducation. Comment comprendre qu'en 2020, 21e siècle, nos rues ne sont pas adressées et les maisons n'ont pas une adresse précise? J'entendais le colonel Sarko, effectivement, pour les interventions, qui disait que dans l'inondation, il fallait être le plus précis possible quand on indique le lieu pour qu'ils puissent mieux organiser leur secours d'urgence. Mais comment indiquer un lieu s'il n'y a pas d'adresse? Vous voyez que c'est défaillant, et ça nous rattrape parce qu'on ne veut pas travailler à ça. Il n'y a rien de plus simple que d'adresser toutes nos rues, d'adresser toutes les habitations possibles. Tous les pays qui sont émergents, et je pense que c'est là-dessus que notre président, M. Alassane Ouattara, veut nous mener, parlant de l'émergence, mais ça passe minimalement par ça, l'adressage des rues, l'adressage des maisons. Quoi de plus simple de, de signaler quelque chose lorsque tu as une adresse de maison, une rue à donner? Par la géolocalisation, ça facilite les interventions des sapeurs-pompiers.
Pourquoi est-ce que jusqu'en 2020, on n'a pas ça en Côte d'Ivoire? Il y a plein d'étudiants et des personnes qui sont sorties de la faculté de géographie, des urbanistes, des géomètres, tout ce beau monde-là qu'on peut occuper, des jeunes peut-être qui n'ont pas encore de l'emploi, qu'on peut occuper en leur donnant un projet, ce projet-là de répertoriage et d'identification de toutes les habitations en Côte d'Ivoire pour l'adressage. Pourquoi c'est pas fait, chers gouvernants? Et on le voit dans les sessions dramatiques que c'est une faille. Ça peut se poser problème. Chère population, chers frères et sœurs, c'est à nous aussi d'exiger cela. Il faut qu'on se fasse entendre. On se fasse entendre en exprimant ce qu'on veut, via nos députés, via nos élus, nos sénateurs, nos maires et tout, et même, si possible, avec des courriers ou des lettres ouvertes à nos gouvernants, au président de la République, au Premier ministre. Si on est nombreux à le faire, on est nombreux à exprimer ce qu'on veut, on est nombreux à exprimer cela, ben, nos mandataires sauront qu'en face d'eux, il y a des gens éveillés, il y a des gens qui commencent à s'éveiller, des gens qui commencent à s'éveiller et qui réclament des choses basiques, prioritaires pour la vie sécuritaire de tout un chacun. Et c'est là mon vœu. Je veux oser rêver à cela, mais en étant éveillé, avec une conscience éveillée, avec une réflexion. Et je suis persuadé effectivement que la Côte d'Ivoire regorge de personnes intelligentes, de personnes qui ont cette réflexion-là, mais dans leur salon. Ça ne change pas les choses. Ce qui change les choses, c'est avoir ces réflexions-là et parler. Donc, penser, parler, les deux fortes énergies aboutissent donc à l'action. Donc, ça envoie à l'existence, ça crée ce qui n'est pas. Donc, exprimons-nous. Et moi, je m'exprime. Je m'exprime. Je m'exprime. Il faut aussi donc exiger, chère population, c'est là aussi notre responsabilité, exiger la construction de logements sociaux. Je sais il y a un projet, il y a des projets qui étaient en cours, mais quel est l'état de la situation? Quel est l'état de la situation? C'est des projets ultimement importants pour la population. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un point clair là-dessus, une transparence claire là-dessus? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que font les blocages par rapport à ce projet-ci là également? On doit recommencer à construire ce qu'on appelle des habitations à loyer modéré ou à faible loyer pour des populations vulnérables. Et ça, ce sera donc la solution au déguerpissement. On dit aux gens, c'est vrai, il faut déguerpir, effectivement, c'est la responsabilité de l'État de déguerpir, mais c'est aussi la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité de la vie et du bien-être donc de ces populations. Ces personnes-là déguerpient. Ce n'est plus efficace maintenant de donner que des primes ou des indemnisations de 200 000, 300 000, même 500 000 à quelqu'un qui est dans une situation précaire. Cette personne-là prend cet argent-là pour régler des problèmes de subsistance ponctuels. Et puis, finalement, cette personne-là repart dans un site précaire encore qu'il va falloir déguerpir. Ce qu'il faille faire, c'est effectivement que l'État puisse s'engager effectivement dans des structures, dans des sociétés d'État de construction, effectivement, donc de ces loyers, de ces habitations-là, dit habitations à loyer modéré, faible loyer modéré de 20 000, de studios, des deux chambres, une chambre salon, mais un loyer modéré pour les populations vulnérables. Et ça, c'est l'État qui s'engage là-dedans. Je me souviens donc qu'il y a la SICOGI, cette société donc d'État là, hein, qui jadis faisait ce travail-là. Mais je crois que depuis les années 1980, je crois l'État donc s'est retiré là-dedans. Mais non, mais il y a urgence pour l'État de faire des financements à l'intérieur de ces sociétés-là afin de repartir donc ce genre de loyer, d'habitation à loyer modéré là. Et puis ça serait vraiment comme des options, à mon avis, au déguerpissement qui se transforment à la suite en des recolonisations. Enfin, enfin, il faut exiger effectivement en tout ça, chère population, c'est là notre responsabilité, la reddition de comptes. Il faut que le gouvernement puisse nous rendre des comptes par rapport à ça. Et ça, c'est important. Il faut oser le dire et rêver cela. Appelons ça de toutes nos forces. Faisons-nous savoir cela. Ça va aboutir à des transformations dans nos sociétés.
Donc, qu'ils puissent se rendre compte ponctuellement là, par rapport à la situation de l'inondation sur les travaux qui sont en cours, les travaux à venir. Il faut que des comptes soient rendus, soit devant les parlementaires. Les parlementaires sont les élus qui représentent le peuple et non pas les élus qui représentent le gouvernement. Ce sont les parlementaires qui contrôlent l'activité du gouvernement. Donc, les parlementaires doivent pouvoir poser des questions au gouvernement, au gouvernant là-dessus pour rendre des comptes. Rendre des comptes aussi sur les équipements d'intervention. J'ai eu mal au cœur de voir que je ne sais pas si des hélicoptères ont pu être utilisés pour venir sauver donc des gens qui étaient sur des toits et tout. On n'a pas d'hélicoptère. Je vois qu'il y a des hélicoptères qui sont donnés à certains politiciens pour aller donc faire des campagnes dans les villes reculées. Qu'en est-il pour la vie des citoyens et des citoyens? D'accord. On aurait pu noliser ou louer tous les hélicoptères qui étaient là pour des cas d'urgence, d'extrême urgence, des cas de force majeure. Est-ce que cela a été fait? On peut s'en doter aussi. C'est ce que je vais appeler donc des bonnes dettes pour la vie des citoyens. Donc franchement, c'était là effectivement donc mon point que je voulais apporter, mon point de vue en tant que citoyen. Je voulais donc partager à tout un chacun. Et je vais conclure donc en m'adressant effectivement à toutes les personnes de ma génération, ceux qui ont bientôt donc la quarantaine, toutes les personnes que je connais qui ont fait l'Institut national polytechnique, ces personnes brillantes, intelligentes, toutes les personnes qui ont fait d'autres grandes écoles en Côte d'Ivoire, toutes les personnes qui ont fait l'université en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était réputée comme, comme, comme une nation où est-ce qu'il y avait des érudits. Les autres pays envoyaient des personnes se faire former en Côte d'Ivoire. J'ai confiance en la qualité de réflexion des Ivoiriens, des intellectuels ivoiriens et même des personnes de la société, même qui, pas, qui ne sont pas allés donc à l'école, parce que l'intelligence n'est pas uniquement celle qu'on acquiert à l'école. La capacité de raisonner, de réfléchir, de se poser des questions, de se remettre en cause est très très importante. Je vais lancer un appel à toutes ces personnes-là, à vous tous, mes frères et sœurs. Osons réfléchir, osons rêver grand. Et le rêve, là, ça se pense, ça se parle, ça se communique, et puis ça aboutit à l'action. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, partagez au maximum cette vidéo pour que ça puisse toucher tous les Ivoiriens, atteindre tous les Ivoiriens afin de participer à l'éveil des consciences. C'est très important pour moi, ça doit être très important pour tout le monde parce que c'est par là, c'est la seule voie par laquelle nous sommes obligés de passer si on veut du changement et de la transformation dans notre société, dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire. On est en 2021. On ne peut pas accepter continuer à vivre comme cela. On a des intelligences internes, des architectes, des urbanistes, des gens du génie civil formés de l'INPHB et dans d'autres écoles. D'autres même ont une des formations ailleurs. On ne peut pas continuer par ces situations-là à insulter les intelligences de toutes ces ressources-là. Osons rêver, mais éveiller. C'était ma participation à l'éveil des consciences. Et à très bientôt pour d'autres vidéos dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Bénisse vos vies et vos familles. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.